La liberté est tellement majeure et fondamentale que j'ai délégué une partie de mon propos à un descriptif qui est attaché à la vidéo. Donc il y aura là un texte pour entrer dans les perspectives plus profondes et posées que ce discours simple et avec sa profondeur aussi, mais sa superficialité, sa vivacité, si on peut dire. Et elle est aussi tellement majeure, tellement fondamentale, tellement primordiale, qu'elle mérite, parce que c'est finalement cela qui explique toute sa situation et la situation, qu'elle mérite donc d'être traitée sous l'angle que la liberté est thérapeutique, que c'est un remède, que c'est une médecine, qu'elle soigne et qu'elle prévient la maladie. Alors, dans le texte, dans le descriptif, j'approfondis trois aspects de cela. Donc, et pourquoi, par quelle manière la liberté est-elle thérapeutique? D'abord, par l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pathologique, qu'est-ce qui est pathogénique? Eh bien, l'inhibition de l'action est cause des maladies, est à la cause généralement de la maladie. Et ça, c'est un des grands dogmes, si on peut dire, de la psychiatrie et de la neurochimie avec Henri Laborit durant le XXe siècle. Donc, si on inverse cette proposition, si l'inhibition de l'action rend malade, la liberté est-elle, à l'inverse, guérit-elle et est-elle la clé de la santé? Oui, si on fait encore un renversement sur cette inversion, c'est-à-dire qu'elle est thérapeutique si c'est la liberté de l'autre, la liberté d'autrui. Si c'est la liberté d'un semblable. C'est la liberté d'un semblable qui est thérapeutique. Et cela, la neurophysiologie l'explique, et la sociologie aussi, donc comme le fait le descriptif. Ensuite, quelle est sa source? Si on sait comment elle et pourquoi elle fonctionne, pourquoi elle est thérapeutique, mais quelle est sa source? Le descriptif expliquera aussi que c'est la loi, que la source de la liberté est dans la loi, elle n'est pas dans la sauvagerie, hein, ni dans la nature simplement. Et du fait que on la trouve dans la loi, elle est donc tout à fait coordonnée à la collectivité. Un individu seul dans un monde où il serait seul n'aurait pas de cette liberté qui est celle de l'humanité, de l'être humain, par la loi. Et alors, de quoi, troisièmement, quel est son objet? Et dernièrement, c'est-à-dire au XXe siècle, contemporain d'Henri Laborit, et qu'il connaissait, sur l'inhibition de l'action, nous avons l'analyse du psychisme qui correspondait au raisonnement intellectuel de cette époque, et qui désigne, et ça c'est Kant avec Sade et Lacan, c'est un écrit de Lacan, Kant avec Sade, et la psychanalyse le décrit comme son objet, est la liberté de désirer. Elle n'a pas toujours été comme ça, on peut parler de liberté d'expression, de liberté de mouvement, mais la
la liberté de désirer est celle qui nous concerne au temps moderne. Et on voit vite dans son histoire, justement dans cette histoire de la modernité, ce que ça a déclenché, si on peut dire, la révélation de cette liberté de désirer, mais ça a déclenché la publicité. Et le climat de ce désir attisé par la publicité, dont on sait que toute la responsabilité, qu'elle a été créée, si on peut dire fondée par la psychanalyse, en la personne d'un double neveu, c'est-à-dire un neveu par sa femme et par sa sœur, puisqu'il y avait des alliances familiales comme ça, quelqu'un de très proche de Freud, qui se disait lui-même psychanalyste et qui a créé la propagande et la publicité, Édouard Bernays. Hein. Et par conséquent, que la liberté soit celle de désirer mène à cette catastrophe qui nous... ou à cette caricature, hein, qui pousse et demande, appelle à ce qu'on examine à ce moment-là quel est l'historique de cette liberté de désirer. Et donc, et comme il s'agit de la loi et de la communauté, et donc de l'histoire de la République. Et on trouve alors là qu'au moment de la Révolution française, de l'établissement de la République, la liberté était le maître mot, vraiment. Seulement, il l'était par les révolutionnaires, mais principalement par le marquis de Sade, qui en a fait le plus exalté exemplaire, si on peut dire, dans ses écrits. Et donc, il y a beaucoup de malentendus à ce propos. Pour savoir un petit peu, imaginons qui était Sade, ben, vous avez Juan Branco, vous avez Julian Assange, Juan et Julian qui sont ensemble, l'un étant avocat de l'autre, en prison pour de la liberté d'expression, proche de l'aristocratie, révolutionnaire. Vous avez là, évidemment, ils ne sont pas du tout, ce ne sont pas Sade, ni l'un ni l'autre, mais ce sont des optiques par lesquelles elles sont très semblables, comme quand on regarde, vous savez, dans des tests d'optique pour voir ajuster ses lunettes, on met des petits verres particuliers. Eh bien, vous mettez Assange, vous mettez Branco, vous mettez Sade, et vous avez des grandes différences, mais elles traitent toutes de cette situation de la liberté. Et aussi indiquent qu'est-ce qu'il y aurait à corriger donc ou à rectifier donc sur du statut de cette liberté de désirer. Alors on la retrouve donc dans son historique pour voir d'où elle vient, cette liberté de désirer. Elle était au moment de la République de Sade, au moment de la Révolution française. Ce qui a été en question, c'était la liberté, c'était la thèse de la liberté de jouissance, c'était la liberté de jouir. Puis elle a mûri, elle s'est civilisée, si on peut dire, elle est devenue actuellement la liberté de désirer, avec la même rechute, si on peut dire, que l'on voit dans la publicité, dans la société de consommation, et jusqu'au point de ce faux désir ou de cette abolition du désir dans une sexualité qui ne se connaît plus du tout. Et donc on arrive à la perspective de cette rectification, de ce progrès, de ce développement, au point où actuellement on arrive à reconnaître que son objet, donc l'objet se trouve dans la liberté de soigner. Donc c'est cela qui fera le descriptif, et puis avec la petite accommodation que je viens d'ajouter là.